votre droite a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Regarde l'héritage des expos là, le Grand Palais, le pont Alexandre III, qui a la particularité, regarde Myriam, de n'avoir qu'une seule arche. C'est la gare d'Orsay qui a été construite En 1900. pour l'exposition universelle. Alors ça, c'est l'héritage qui a transformé Paris. Et maintenant, effectivement, si on se projette dans l'avenir, c'est transformer la France avec l'Expo 2025. À gauche, le symbole de Paris, la Tour Eiffel. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. 2, 3. « 2025, la grande aventure de l'exposition universelle est en route. C'est parti pour un voyage étonnant, passionnant, au cœur des expositions universelles. Ces Olympiades du progrès et de l'audace. Quelles innovations ont-elles engendré? Quelles nouvelles dynamiques peuvent-elles encore apporter à l'avenir pour la France? Afin d'abord de mieux comprendre l'héritage laissé par ces grands rendez-vous, il faut remonter le temps avec un historien. Monsieur Carmona? Oui, c'est lui. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, très bien. Historien, et vous, comment ça va? Et pas n'importe lequel. L'un des plus grands spécialistes des expositions universelles. J'ai d'abord un amour profond pour Paris. Et Paris, c'est comme un livre vivant que nous avons sous les yeux, qui nous montre les traces, les héritages de tout ce qui s'est passé avant. Et à l'intérieur de cette histoire de Paris, oui, c'est vrai, il y a les expositions universelles. Dès que la construction de la Tour Eiffel a été décidée, les pouvoirs publics, le gouvernement l'avait présenté comme le clou de l'exposition de 1889. Alors qu'est-ce qu'on ne s'est pas moqué du clou? Et qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette magnifique Tour Eiffel à l'époque? Oui, c'était sa hauteur. Et personne ne disait magnifique Tour Eiffel avant sa construction. On disait c'est une horrible colonne de tôle ondulée. Et sa hauteur va écraser complètement Notre-Dame, le Louvre, le Dôme des Invalides. C'est hors d'échelle avec Paris. Les expositions universelles, c'était des vitrines du progrès pour tous les pays qui participaient. C'est exactement ça, c'est exactement le but d'ailleurs. Et même quand la Tour Eiffel a été conçue, c'était de la part de la France, de la Troisième République, un message au monde. C'était de dire, nous fêtons le centenaire des droits de l'homme, et les droits de l'homme, c'est la liberté. La liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, la liberté civile, mais c'est la liberté de créer et d'entreprendre. Détesté au début, à sa naissance, vénéré aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la bascule pour la Tour Eiffel? Les Parisiens s'habituent à la présence de la Tour Eiffel, mais je dirais ils n'en font pas un plat. Je pense que ce qui fait la gloire de la Tour Eiffel, c'est que les transports se développent. On a beaucoup plus facilement, quand on est provincial, la possibilité de venir à Paris. Et à Paris, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la Tour Eiffel, on la photographie et on en fait l'ascension. Et puis, pareil avec les étrangers. Et l'étonnant, c'est, comme vous le dites à l'instant, c'est le fait que ce monument qui a été tellement détesté soit devenu le logo même de Paris, c'est le symbole de Paris. Souvent on dit que les expos universelles, ça coûte de l'argent, mais là quand même, un bâtiment construit en 1889, il génère encore aujourd'hui de l'argent, des recettes. Énormément, il y a 7 millions de visiteurs par an maintenant, et on ne sait plus comment les accueillir. Mais Paris a été bouleversé par les expos universelles d'un point de vue architectural. Mais vous avez tout à fait raison, il y a des traces, des héritages, ils sont extrêmement nombreux, et je vous propose qu'on aille en voir quelques-uns. Allez, on y va, on est preneurs, hein, parce que vous écoutez, on ouvre un livre d'histoire. C'est sympa comme tout. Je voudrais vous montrer cette plaque. 1897-1900, pont Alexandre III. 1897, c'est l'année de la création du pont. 1900, c'est l'année de sa mise en service. Et 1900, c'est l'année de l'exposition universelle, la grande exposition qui attire plus de 50 millions de visiteurs. Et donc, on réalise ce pont qui est par ailleurs une merveille sur le plan technique, avec une seule arche extrêmement effilée, construite en acier, à laquelle on donne le nom de Alexandre III, le tsar de toutes les Russies, le nouvel allié de la France en cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle. 1900, l'exposition universelle, M. Carmona, bouleverse l'urbanisation de Paris. On a dit des gares, ce pont, un métro, et puis le Grand Palais aussi. C'était quand même une prouesse architecturale à l'époque. D'autant plus extraordinaire qu'il repose également très près de la Seine et que le sous-sol est instable. Il faut déployer des prodiges de technicité pour arriver à stabiliser le bâtiment, qui a eu quelques ennuis à cause de ça il y a quelques années.
On a même pensé à un moment qu'on serait obligé de l'abattre. Mais non, il est vaillant, il est complètement rénové, il est absolument superbe. C'est un volume extraordinaire et qui, pendant l'exposition universelle de 1900, a joué un rôle majeur. Et il y avait surtout quelque chose qui a enchanté les Parisiens et les visiteurs étrangers de l'époque, qui était, le long de ce quai rive gauche, tout l'alignement des palais nationaux. L'avenue des Nations, on l'avait appelé. Avec l'Expo de 2025, on n'a plus de pavillons nationaux, on a d'autres valeurs, l'hospitalité, le partage, c'est autre chose? Avec l'idée de revenir à des pavillons qui sont des pavillons thématiques, des pavillons de partage, je trouve qu'on est effectivement beaucoup plus dans l'esprit qui était l'esprit universel qu'il y avait au début. Oui, la France va déposer sa candidature pour l'exposition universelle. L'exposition universelle, c'est 50 millions de visiteurs possibles. Pour le président François Hollande, c'est la candidature de la France, de toute la France. Ce projet, il est né 2 ans plus tôt avec la création d'Expo France en 2012. En mars 2015, le projet et le thème de l'exposition sont dévoilés à la presse. L'homme qui incarne et porte cette ambition de l'Expo 2025, c'est Jean-Christophe Fromentin. En pleine contemplation. Oui, ce monument est Bonjour, extraordinaire. Bonjour. Bonjour. Ah, on se lasse pas de la regarder. Non, c'est à la fois émouvant et puis en même temps, voilà, la signature d'un grand moment pour notre pays, d'un grand moment pour la France, celui de l'expression de notre progrès, de nos talents, de nos inventions en pleine révolution industrielle, à un moment où, un peu comme aujourd'hui, on doutait de notre modèle économique, de l'évolution du monde. Et on a eu cette audace incroyable qui est aujourd'hui un marqueur incontournable de la prospérité et du développement de notre pays. On a longé la Seine, on a vu plein de monuments parisiens issus des expositions universelles. Est-ce qu'il y aura de nouveaux monuments 2025 ? Il faut. Une expo universelle, c'est un point de départ. Et donc, c'est un point de départ qui doit laisser des traces architecturales, mais aussi des traces immatérielles, mais aussi des réseaux demain, mais aussi des images, mais toute une série de choses qui vont faire de cette expo de 2025 un renouveau, un reset, un nouveau point de départ pour la France et dans cette universalité que la France a su si bien incarner et qu'elle doit retrouver à sa manière, à la manière de l'innovation du 21e siècle dans un projet comme celui-là. Monsieur Fromentin, quelle est l'ambition de votre projet pour la France? Qu'est-ce que cette expo peut apporter au pays? Vous savez, la France, elle a plusieurs grands enjeux. D'abord, il y a un enjeu de confiance. Vous voyez, la France et les Français sont en doute, sont méfiants par rapport à la mondialisation. Donc c'est un projet de réconciliation avec le monde pour justement retrouver ce dialogue, cette invitation au monde et ce dialogue avec le monde et l'ensemble de ses habitants et de ses acteurs. C'est un projet de réconciliation entre les générations aussi, parce qu'on a tendance à léguer à la génération à venir des problèmes, des déficits, du doute, de l'inquiétude par rapport à l'avenir. Et ce projet, il réconcilie les générations, il transmet aussi une échéance positive. C'est un projet de réconciliation aussi avec les technologies. On se demande parfois quel sens on peut donner à ça. On ne rêve pas d'un monde aseptisé, technologique, uniquement numérique. On rêve d'un monde grâce auquel le numérique permet de retrouver les valeurs qu'on évoquait tout à l'heure. Donc le mot qui est peut-être le mot-clé pour la France dans un projet comme celui-là, c'est un peu ce mot de réconciliation avec le temps, avec l'espace, avec le monde, avec les générations, avec les inventions, avec l'innovation. Alors justement, comment on finance tout ça? C'est le contribuable qui paye? L'idée de cette expo universelle, c'est d'en faire, un peu comme au 19e, une entreprise. Une entreprise, ça a des recettes, ça a des dépenses, son bénéfice. On imagine de réinvestir le bénéfice dans de l'innovation pour donner une accélération encore à ce projet. Et on imagine de le financer à part un appel public à l'épargne, de telle manière à ce que les gens souscrivent, soient actionnaires de l'expo universelle et profitent également du bénéfice que laissera ce projet. La signature de votre projet, c'est au cœur des territoires, s'ouvre celui des hommes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le monde, il est riche de la diversité des territoires et des différences des hommes. Si demain on imagine une mondialisation lisse, où tout le monde est pareil, où la même architecture domine, où les enseignes deviennent mondialisées, finalement les territoires, les hommes n'auront plus cette capacité à montrer des différences, cette diversité qui fait le sel du monde, qui fait l'attractivité du monde. Donc au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes, c'est d'abord une invitation. C'est pas un thème, c'est une invitation à finalement retrouver de la curiosité, retrouver de la différence, s'enrichir de la diversité des territoires. Et aujourd'hui, nos technologies
permettent justement d'aller découvrir peut-être des villages qu'on n'a jamais vus, des cultures qu'on ne connaît pas, des savoir-faire qu'on n'imagine pas. Et faire d'une Expo universelle un hymne à la diversité et à la différence, c'est redonner un sens quelque part à la mondialisation. La diversité des territoires fait aussi le sel de la France. Dans 10 ans, ils seront tous mobilisés. Chaque ville, chaque village, chaque terroir pourra se connecter à l'exposition en valorisant ses atouts, la restauration d'un monument, l'ouverture d'un site, une tradition ou bien encore un savoir-faire. Cap sur la Drôme, au cœur de ce terroir qui a fait et continue de faire la renommée d'une dynastie de grands chefs cuisiniers, les Pic, gastronomes de père en fille. Anne-Sophie, 3 étoiles, est l'héritière d'un savoir-faire unique. Et l'exposition universelle est l'occasion de le faire découvrir au monde entier. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ne surtout pas vous faire rater. Hein. On vous dérange en plein travail? Ça sent très très bon. Qu'est-ce que c'est? Alors ça sent le homard en fait. Et, Il y a des fraises aussi, non? voilà, c'est un plat de saison. Anne-Sophie, on n'a pas souvent une chef 3 étoiles devant nous. J'ai une petite doléance. On peut goûter? Oui, bien sûr. Il fallait bien que Parce ça que moi, arrive. je suis gourmand. Vas-y, Il faut prendre le Myriam. bouillon. Ah oui, il faut que tu prennes du bouillon. J'incline. Parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté fumé sur le fruit rouge aussi. C'est assez intéressant. Moi, j'utilise de plus en plus des ingrédients de la cuisine japonaise parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de assez fabuleux. Alors, vous avez dit Japon, influence. Là, ça nous amène forcément à notre sujet, c'est-à-dire cette expo universelle Bien sûr. auquel vous voulez participer et qui, effectivement, cet échange, ce partage des savoir-faire. Là, vous allez chercher chez les Japonais vos bouillons et vous allez leur apporter aussi sans doute votre savoir-faire. C'est exactement ça. Et ce plat-là, justement, illustre bien la nécessité aujourd'hui pour tous les pays d'aller regarder dans les autres pays, de plus avoir de frontières, d'avoir cet échange qu'il peut y avoir entre les produits, mais entre les hommes et les femmes aussi, parce que finalement, c'est des techniques très précises. De toute façon, la cuisine, aujourd'hui, revient un peu sur le devant de la scène comme une valeur partagée par tous et comme même quelque chose de beaucoup plus fort. Presque une valorisation des pays par rapport aux autres. Enfin, c'est d'échange, hein. C'est incroyable ce qui se passe autour de la cuisine, tout comme le sport à pu l'être, tout comme voilà, c'est assez extraordinaire. Vous nous montrez un petit peu votre maison? Bien sûr, avec plaisir. Oui, parce que là, on a vu les cuisines, c'est très beau. Et Ça marche bien? on aimerait bien voir la salle. Avec plaisir. Alors, on vous suit, Anne-Sophie. Alors ça, c'est le premier restaurant Pic. C'est le premier restaurant Pic, et c'est là que mon grand-père a eu 3 étoiles en 1934. Toutes les toutes petites les dates. bibles rouges. Voilà. là, Alors, il y en a 1900. Ah oui. qu'on a en double, hein, d'ailleurs. Et Alors, après, celui de votre grand-père, où il est 3 étoiles, c'est 34. c'est 34. Il est où? Donc, c'est... 34. 34, voilà. Juste là. Ouais. Là, j'aime beaucoup cette photo. Mon père a à peu près l'âge de mon petit garçon aujourd'hui, donc je trouve que c'est assez touchant de le voir avec une toque sur la tête. Vous voyez, hein. Filet de loup au caviar, ça, Bon, c'est le plat signature. C'est le plat signature. C'est le plat signature qui sera à la carte encore en 2025, je suis sûre. Anne-Sophie, avec cette expo universelle, la France va donner rendez-vous au monde. Il va falloir accueillir 80 millions de visiteurs, c'est pas une mince affaire. Est-ce que le fait que la France soit une terre de gastronomie, avec des terroirs, des territoires où l'on mange bien, est-ce que c'est un atout formidable pour accueillir cette exposition? Oui, bien sûr, je trouve qu'il y a une richesse dans la gastronomie française, mais dans beaucoup d'autres cuisines, mais particulièrement la gastronomie française, avec ses niveaux, ses degrés de cuisine qui sont très différents. On peut manger de façon très traditionnelle, de façon beaucoup plus contemporaine. Donc oui, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on cultive beaucoup encore a fortiori en vue de cette expo 2025. Vous passez la plus grande partie de votre temps ici à Valence. Vous avez aussi un restaurant à Paris, donc au cœur d'un territoire. Et vous êtes l'une des personnalités qui défend l'exposition universelle 2025. C'est du très local à l'universel. Oui, mais alors c'est très bien que vous me parliez de ça parce que c'est tout à fait ça mon univers. Finalement, je suis bien là où je suis née, où j'habite, où je vis au quotidien parce que j'ai mes repères et en même temps, je peux aller à New York ou à Paris et ça m'apporte énormément en fait. Et l'Expo universelle, c'est ça finalement. C'est
on sort de chez soi, on y retourne, mais on en revient quelqu'un d'autre finalement. Parce que quand je reviens de mes voyages, je suis quelqu'un d'autre à chaque fois. Je pense que j'ai acquis un peu plus de culture sur quelque chose, où j'ai fait des rencontres qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont permis d'être meilleure, et on en revient grandi. Anne-Sophie Pic, il est aussi prévu d'installer un grand restaurant, le restaurant du monde. Hein. Et si un jour vous êtes chef de ce grand restaurant du monde, c'est quoi votre menu pour l'Expo universelle ? C'est une bonne question. Vous avez 10 ans pour y réfléchir. Oui. Moi, je ne sais pas dans 10 ans dans quelle perspective on sera, mais on est très attiré par la fibre végétale. En ce moment, c'est plus les céréales, mais la fibre végétale est quelque chose de juste magnifique, et parce qu'il y a épuisement aussi. Des poissons. Je crois qu'on va être de plus en plus obligé de se tourner aussi. Ça sera une possibilité de revaloriser aussi l'agriculture, ce dont on a besoin. Et puis le légume, c'est à la portée de tous aussi. Ça qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément un produit cher intrinsèquement. Et porter le raffinement, faire des choses très gastronomiques avec les légumes, c'est aller un petit peu plus loin dans la recherche. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci. Les grandes métropoles seront aussi au cœur de l'exposition universelle en accueillant les pavillons thématiques. Fini l'époque des pavillons nationaux, l'Expo 2025 signe le retour des pavillons à thème. 12 pavillons consacrés aux grands défis de la planète. 12 défis, climatiques, démographiques ou technologiques. À l'intérieur de chacun, tous les pays seront invités à présenter des innovations, des idées ou encore des solutions pour protéger la planète. Hop, 13. Pleyel. Pleyel, go. Alors là, on a rendez-vous avec Frédéric Gilly, l'urbaniste. Qui s'occupe du Grand Paris. Voilà, il connaît très bien le projet, donc il pourra un peu nous raconter comment ce Grand Paris va finalement accélérer avec l'Expo et comment l'Expo va profiter aussi du Grand Paris. Là, Myriam, donc à l'est, la Défense, le quartier d'affaires, la Tour Eiffel, on dirait un jouet, on commence à bien la connaître, la Tour Montparnasse, qui est pas mal, le Sacré-Cœur, donc finalement Paris, là, d'ouest en est, on arrive à l'englober dans ses bras. Hein. C'est tout alors petit. que le Grand Paris, là, c'est changement d'échelle. Ah bah, ce sera tout ça. Ouais. Tu vois, ici, on est à Saint-Denis et toutes les communes qui sont autour de Paris seront ajoutées au Grand Paris. Résultat, on a une agglomération parisienne qui va se transformer en véritable mégalopole, capable de concurrencer les plus grandes capitales européennes. Frédéric Gilly, Myriam. C'est moi. Jean-Pierre Montanet, bonjour, vous allez bien? Merci, parce que je pensais qu'ici, dans ce carrefour Pleyel, on n'a jamais se retrouvé, bien non. Ouais. Ouais. C'est un haut lieu du Grand Paris. Ce qui va complètement chambouler ce quartier aussi, dans le Grand Paris, c'est cette immense gare. Moi, j'ai vu des maquettes, on dirait un vaisseau du 3e millénaire. Et alors, elle va être où, cette gare-là? On peut imaginer qu'elle va être ici, là, où on est? La gare projetée par la Société du Grand Paris, elle est juste là-bas au bout, là. Ici, si on revient dans 10 ans, ça ne ressemblera plus à ça. Ce sera totalement transformé. Alors, ce sera transformé. Après, l'enjeu, c'est d'arriver à intégrer tout ce quartier dans le Grand Paris sans perdre ce qui fait sa particularité, son charme. En fait, les transformations dont on parle, quand on parle du Grand Paris, c'est les transformations qui commencent. Et dans les villes, les grosses transformations, ça prend toujours une dizaine d'années, voire plus. Donc tout ce dont on parle, le Grand Paris, les gares, les transformations des quartiers, ça sortira de terre véritablement au début des années 2020. Et en 2025, on commencera à voir sortir tout ça. Et c'est le début d'un nouveau siècle. Ce qui est formidable dans l'histoire, c'est la concordance des calendriers. C'est que finalement, le Grand Paris va servir l'Expo 2025 et l'Expo 2025 va aussi promouvoir ce Grand Paris. Oui, c'est presque la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on aura amorcé une transformation et il restera à la magnifier, c'est-à-dire à donner à voir tout le potentiel qu'elle peut déployer. Et c'est souvent ça le rôle des expositions universelles dans l'histoire des villes. C'est pas le début d'une histoire de transformation.
c'est le moment où on se rend compte que la transformation, on la touche du doigt et après elle se déploie. Et on sera pile à ce moment-là. Parce qu'on aura posé toutes les conditions pour véritablement transformer ce territoire. En fait, si vous enlevez le centre de Paris, il vous reste l'équivalent de la métropole de Chicago. Donc il est temps de se rendre compte que la banlieue parisienne est porteuse de potentiel et de richesse. Il y a des endroits extraordinaires partout dans la région qui ne sont pas vus et qui ne sont pas connus. Donc ça va être l'occasion pour l'ensemble de la planète de venir à l'exposition universelle et de découvrir qu'en plus du Sacré-Cœur, de Notre-Dame et de la Tour Eiffel, voire de Versailles, il y a plein d'endroits, plein de merveilles à découvrir à 2 pas des gares du Grand Paris. On parle d'expos, de projets multisites, mais pas seulement dans le Grand Paris, mais aussi dans la France entière, avec des métropoles qui sont associées à l'exposition universelle. Ça aussi, c'est une innovation. Ça aussi, ça va bouleverser la France. Ce qui fait un lieu, c'est l'ensemble des endroits avec lesquels, des personnes, des événements, avec lesquels il est en résonance, avec lesquels il est en lien. Et donc cette idée de faire non pas un lieu, mais un réseau de lieux, et non pas un endroit, mais plein d'endroits en relation, en lien les uns avec les autres, c'est, je pense, la traduction contemporaine de ce que sont les territoires aujourd'hui. Vous, Frédéric, en tant qu'urbaniste, en tant qu'économiste, en tant que francilien, cette exposition universelle, elle vous excite, elle vous inspire? Moi, je me suis dit que c'était une des occasions rares qu'on a pour donner à voir aux habitants de l'Île-de-France et à la planète les transformations qui sont en cours dans ce territoire. Et je pense qu'on souffre aussi beaucoup d'un déficit de représentation de qui on est. On vit un peu enfermé en n'arrêtant pas de parler de notre déclin, mais on est capable de projets formidables dans cette région. Et à force d'entendre parler de déclin, les gens finissent par croire à ce déclin, alors que c'est une région qui est riche, qui est pleine de potentiel. Il suffirait qu'on croie tous ensemble à ce potentiel et à ce qu'on peut déployer ensemble. Et je pense que c'est un grand événement international où la planète vient. C'est aussi une façon de se regarder dans le miroir et se dire qu'on est capable de ça. Quand on a une région qui a 140 nationalités, en termes d'hospitalité pour accueillir le monde, on est quand même bien loti. On est déjà parfaitement organisé. Le monde est déjà là. Donc c'est très bien, on va inviter juste les cousins. Ah, j'aime bien ça, ce côté famille. Merci beaucoup. De rien. Qui seront ces nouveaux bâtisseurs? Après le génie et l'incroyable audace de Gustave Eiffel, qui pour prendre la relève? Pour dessiner, imaginer la France de demain, pour organiser ce grand rendez-vous, 600 jeunes de toute la France, issus de 12 universités et grandes écoles, ont été dès le début associés à l'aventure, pour apporter leur culot, leur modernité. Je trouve que c'est une super bonne idée de faire participer des jeunes au projet 2025. Ouais. Ça participe de leur idée de partager les compétences, partage des générations. Moi, je trouve c'est. Ouais, et puis ils ont des choses à dire. Je crois que c'est eux, Myriam. Ah. Les jeunes de l'expo, les étudiants de l'expo 2025. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici, en Ile-de-France, à Courbevoie? Au parc de Bécon. Hein. Ouais, c'est ça, parc de Bécon. Bah, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, en fait, on a dans ce parc 2 vestiges de l'exposition universelle organisée en France en 1878. Donc le pavillon des Indes, c'est la vitrine donc de l'art indien proposée dans les sections d'Angleterre. Et alors, vous êtes la guide, vous organisez des flâneries pour raconter aux touristes? Exactement, bah là vous nous prenez en plein repérage, en plein travail pour débusquer justement ces vestiges d'exposition universelle. C'est ce qu'on organise au sein du Labo 2025. C'est une association qui réunit des étudiants et des jeunes qui s'intéressent, qui ont participé au projet de candidature de la France et qui veulent continuer à mettre en valeur ce patrimoine. Et donc on organise des flâneries urbaines. Alors on a vu ces dômes dorés, c'est l'Inde, il y en a un autre bâtiment, c'est la Suède, c'est ça? Exactement, la Suède et la Norvège, de l'autre côté du parc, et on y va. On y va? Allons-y. Allez, le guide, c'est Aurore. Aurore, là, c'est à Courbevoie, c'est la forêt primaire. Là. Tu nous as emmenés dans un drôle de truc. Oui, bah, notre flânerie urbaine nous emmène ici face au pavillon de la Suède et de la Norvège de l'exposition universelle de 1878 dans la rue des Nations, en fait. Donc, bien écouter. Mais j'écoute. Voilà. Une allée de l'exposition très importante où il y avait donc des pavillons de tous les pays qui participaient.
Vous êtes acteur sur cette exposition universelle 2025. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'idée de participer à ce projet? Beaucoup de bonheur de pouvoir s'exprimer, proposer une vision d'avenir pour la France, pour 2025, et d'injecter dans ce projet les valeurs qui sont les nôtres, donc celles des jeunes d'aujourd'hui, mais qui seront en fait les adultes de 2025. Vous avez été flatté d'être associé en tant que jeune tout de suite dès le départ d'une expo comme ça? Ça nous excite, ça nous motive parce que c'est une rare opportunité qu'on a où on laisse la jeunesse avoir sa voix dans un projet si gros et si important. Et aussi même les gens qui participent, les personnes en général sont des gens qui travaillent, qui sont au sommet de leur carrière, etc. Et c'est une opportunité pour nous de les rencontrer et je trouve que c'est génial de nous proposer ça aujourd'hui. De fréquenter des hommes politiques, des industriels. C'est ça, parce qu'on La confrontation est intéressante. Très intéressante, parce qu'ils se rendent compte que nous, on a des idées à leur apporter, mais que nous, ils ont un savoir-faire, des connaissances que nous, on n'a pas encore. Et du coup, je pense que c'est le meilleur moyen pour nous de présenter un beau projet et de le réussir au mieux, quoi. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai entendu parler de ce projet, j'ai tout de suite été emballé parce que je me suis dit que c'était une occasion assez exceptionnelle de pouvoir travailler sur un projet finalement concret, de pouvoir réfléchir sur ce que sera la France dans 10 ans, sur ce que sera le monde dans 10 ans, de pouvoir aussi confronter justement cette vision aux visions des autres écoles qui ont participé au projet, mais aussi des personnes qui sont investies, que ce soit des politiques ou des entreprises. Vous avez eu le sentiment que vous étiez une génération qui pouvait proposer quelque chose qui n'existait pas encore dans la tête de ceux qui sont capables de créer aujourd'hui. C'est ça, je pense qu'on a assez choqué les publics qu'on a eus quand on a présenté nos projets et je pense que ça leur permet aussi, eux, de comprendre que nous, on peut leur apporter beaucoup. Là, vous avez fait vos propositions pour 2025, il reste 10 ans, c'est terminé? Non, pas du tout. Au contraire, nous, on souhaite vraiment porter la candidature jusqu'en 2025, jusqu'au bout. Donc maintenant, on va tous se réunir et travailler ensemble pour commencer dès maintenant. Parce que ce qu'on a proposé, c'est des choses qui se construisent à long terme et l'exposition universelle, pour nous, elle commence maintenant. Ce sera une grande fête. Ce sera une grande fête. Rendez-vous en 2025. Rendez-vous en 2025. Ah ben ils sont à fond les jeunes. Donnez rendez-vous au monde entier. Une promesse excitante, exaltante. L'occasion pour la France de se réveiller et d'étonner. Ah, il nous a entendus. Bonjour, bien sûr, j'ai entendu. Bonjour. Bonjour, monsieur Orsena. Merci de nous recevoir ici. On est où, là? C'est la bibliothèque de l'Institut, c'est-à-dire c'est les 5 académies. Donc il y a l'Académie française, il y a l'Académie des sciences, des beaux-arts, des inscriptions. C'est un privilège d'être ici. C'est un privilège d'être ici, réservé aux chercheurs, sur recommandation précise. Et puisqu'on va parler d'exposition universelle, ici c'est le voyage universel. Voyage universel dans le temps et dans les savoirs. Alors, monsieur Orsena, vous êtes académicien. Votre nom est inscrit dans l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition universelle? L'exposition universelle, c'est un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous de la planète, un rendez-vous dans l'espace, puisque, au fond, c'est l'invitation à tous les peuples du monde de venir. Et c'est un rendez-vous dans le temps, puisque c'est le rendez-vous avec le futur. Donc, le rendez-vous, c'est le rendez-vous du possible. Au lieu d'être terrorisé par l'autre, au lieu de terroriser par le futur, on dit « et si on le bâtissait ensemble ?» C'est ça la confiance. Confiance, c'est bâtir ensemble. Vous savez, dans ce beau mot de République, il y a « res publica », c'est l'affaire commune. La démocratie, c'est un moyen d'élire ceux qui ont le pouvoir, mais c'est rien si on n'a pas un projet commun. Donc ce qui m'émeut beaucoup dans ce grand rendez-vous des expositions universelles, c'est dire « et si on bâtissait une planète en commun ?» avec ce qu'on a tous, différent. Si on mettait tout ensemble. Si vous voulez, c'est l'arche de Noé des inventions. On parle souvent du vivre ensemble en ce moment. Est-ce que l'Expo universelle peut nous faire avancer dans ce domaine, peut nous faire progresser? Vivre ensemble, c'est statique. Il faut rêver ensemble. Il faut inventer ensemble. Il faut aimer ensemble.
Il faut risquer ensemble. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on va bien s'aimer. S'il y a des familles qui sont ensemble, on a bien vu à quel point on s'ennuyait certains dimanches en famille. S'il n'y a pas un projet. Donc moi, je préfère les familles qui embarquent ensemble sur un bateau plutôt que les familles qui se retrouvent tous les dimanches pour bouffer un insupportable, je sais pas, poule au pot. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la curiosité. Donc, vis-à-vis du futur, il faut avoir une curiosité. Curiosité qui est une curiosité lucide. C'est-à-dire qu'il y a des vertiges. Tout ce qui se passe dans le domaine de la biologie qui nous atteint au cœur même de notre intimité peut poser des problèmes. Tout ce qui se passe avec le numérique, bah, ça peut être Big Data, mais ça peut être Big Brother aussi. Ça peut être, on peut complètement être dominé. Tout ce qui se passe avec l'énergie, ça peut être aussi terrifiant. Dans tous ces domaines-là. Mais comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut faire pour inventer et pour maîtriser l'invention? Et parce que ce qui m'intéresse aussi dans l'exposition universelle, c'est que tous ces gens réfléchissent ensemble au sens de toutes ces innovations. Moi, j'adorerais dans l'exposition, j'adorerais au futur, dans l'exposition universelle de 2025, j'adorerais parler avec des tas de gens du monde entier. Pourquoi je voyage tant? Peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'expositions universelles. S'il y avait des expositions universelles, j'économiserais des voyages puisqu'ils viendraient. Ils viendraient. Et en même temps, c'est le formidable rendez-vous de la France pour penser, un, qu'elle n'est pas seule au monde, et deux, qu'il n'y a pas que le passé qui compte. C'est ça la principale valeur. Principale valeur, c'est que la France se réveille. L'exposition universelle est l'occasion de réveiller la folie de la France. Donc, et rien n'est plus sage qu'une folie. Le pire, c'est un pays sans folie. En 2025, 80 millions de visiteurs sont attendus en France. Mais il y aura aussi un village numérique où on pourra s'immerger dans n'importe quel point du globe et inversement, de n'importe quel point du globe, on pourra virtuellement assister à cette expo. Où aimeriez-vous aller, vous? Partout. Partout, par définition, puisque j'y vais en réel. Partout. Donc c'est vrai que ça sera amusant, cette sorte de vertige d'être à Paris et de se retrouver à Luang Prabang, au Laos. Ça sera fascinant de se retrouver dans le massif de l'Aïr. D'ailleurs, ça permettra d'aller en numérique dans des endroits où on ne peut plus aller réellement, parce qu'ils sont trop dangereux. Le tiers de l'Afrique, je ne peux plus y aller parce que je serais pris en otage. Donc ça sera une sorte de rappel à la planète qu'elle est plus grande qu'elle ne l'est en ce moment. Ça permettra aussi de voir les menaces. Je suis très préoccupé par les questions climatiques. Donc si on voit en 2025, grâce à ces cartographies numériques inouïes, ce que cette donnera immersion même. Cette immersion au sens strict, c'est-à-dire la montée des eaux. On sera immergé dans l'eau qui monte. Juste une dernière, très vite, 2 mots, rêvons un peu. Vous êtes consulté par les organisateurs. Quel porte-drapeau, quelle figure française voyez-vous pour incarner cette expo en 2025? Je ne sais pas si je prendrai une personne. Parce qu'une personne est exclusive de toutes les autres. Et personne résume personne. J'avais fait un film sur la France. Qu'est-ce que la France aujourd'hui? Et j'avais posé la question, la dernière fois où vous êtes senti français, à part la finale de la Coupe du Monde de foot, en 98, c'était quand? Et à 90%, tous les gens questionnés par moi ont répondu au moment de l'éclipse. Ah bon? Au moment de l'éclipse? Oui. Parce qu'on était dehors, ensemble, et on regardait dans la même direction. Qu'est-ce que c'est qu'une exposition universelle? C'est être dehors, ensemble, et regarder dans toutes sortes de directions en même temps. Partager les émotions, partager les savoir-faire, partager les innovations, c'est l'une des principales ambitions de cette Expo 2025. Mademoiselle Blablacar, ils sont à quel étage? Aujourd'hui, Blablacar, c'est donc le service de covoiturage longue distance. On est dans 19 pays avec une communauté de 20 millions de membres. Alors, l'une de vos
vos devises, c'est ce qu'on voit là derrière. Share more, learn more, partager plus, apprendre plus. Le partage, c'est une valeur centrale ici. Oui, le partage, c'est ce qui permet d'apprendre, c'est ce qui permet de grandir, d'innover tous ensemble. C'est aussi une valeur qui permet de s'assurer d'une certaine qualité, puisque justement, plus on partage, eh bien, plus on va avoir tendance à vouloir faire le meilleur. Frédéric Mazella, aujourd'hui, le covoiturage, ça paraît naturel, mais pourtant il a fallu l'inventer, et vous êtes l'un de ses inventeurs. Ça vous est venu comment, l'idée de partager une voiture? C'était à Noël, je devais rentrer en Vendée depuis Paris, et je me suis pris très tard, donc il n'y avait plus du tout de billets de train. Et au final, c'est ma petite sœur qui habitait à Armand qui est passée me chercher à Paris. Et sur la route, je me suis rendu compte que quasiment toutes les voitures étaient vides. Donc je me suis dit, des places libres pour aller en Vendée, il y en avait plein, mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Il y a une exposition universelle qui est prévue en 2025. À quoi ça fait écho chez vous, créateur de Blablacar, qui parle de confiance, de partage, de rencontres? Je suis déjà très fier qu'on propose notre candidature. À partir du moment où on met des personnes de cultures différentes ensemble et qu'on les laisse discuter, eh bien, il se passe toujours des bonnes choses parce qu'on se rend compte qu'on est tous humains et que justement, on a beaucoup plus à partager que ce que l'on croit. Le covoiturage, Frédéric, démocratise les déplacements, rapproche donc les territoires. Il faut savoir que l'Expo 2025 promet de ne pas être uniquement basé à Paris, mais dans le Grand Paris et aussi dans les métropoles régionales. Est-ce que ça aussi, c'est un signe des temps, c'est un progrès ? C'est un progrès qui est permis par la connectivité aussi, puisque je pense qu'une des raisons pour lesquelles on faisait des expositions universelles très concentrées à un seul endroit avant, c'est aussi parce qu'on n'avait pas les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de justement démultiplier les endroits dans lesquels on va pouvoir proposer un rassemblement, on va dire, dans l'esprit, mais pas forcément en physique, puisqu'on va être capable quand même de relier tous ces endroits-là et de les connecter de manière très très forte. Alors cette exposition universelle, c'est l'occasion pour les organisateurs, que ce soit un partage des savoir-faire, un partage des hospitalités, un partage des compétences. Ça vous paraît être en phase avec ce monde qui est en train de bouger, de muter ? Je pense que c'est même plus une option de savoir si on veut ou non être global ou universel, c'est ce qui est en train d'arriver. Et justement, tout ce qu'on pourra faire pour accompagner à la fois la communication entre des cultures différentes et le sentiment d'appartenance de chacun à une société qui est plus large et qui devient très internationale, eh bien ce sentiment-là va se développer et il faut l'encourager. Donc c'est aussi une manière de faire en sorte de construire tous ensemble un avenir meilleur pour chacun d'entre nous et pour tous. Blablacar, symbole de la réussite de ces start-up françaises. Grâce à leur agilité et à leur état d'esprit, elles incarnent la vitalité de la nouvelle économie. Comment ça marche là? Vous pouvez nous ouvrir? Bonjour. Merci monsieur. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric Potter. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon. Alors on est ici à l'école 42, on s'est donné rendez-vous dans ce temple du numérique. Qu'est-ce que ça vous inspire comme endroit? Ici, c'est l'un des endroits à Paris où on forme les ingénieurs qui mettent au point les techniques en informatique qui vont nous permettre de changer la vie de nos concitoyens avec des innovations dans les années qui viennent. Il y a 1600 étudiants inscrits et 700 en permanence puisque c'est ouvert 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir l'Expo universelle revenir peut-être en France en 2025? Alors moi, c'est une cause que je trouve géniale et c'est pour ça que je la soutiens parce que l'exposition universelle, c'est présenter au public les dernières innovations de la technologie et des sciences et de montrer à quel point elles améliorent la vie des gens. Et ça me ferait plaisir de revenir à cette époque dans laquelle le grand public croyait dans le progrès et visitait les pavillons de l'Expo universelle de 1900 en voyant la perspective d'un monde meilleur, demain, dans lequel la force physique serait remplacée par les machines, dans lequel le chauffage ou l'éclairage ne seraient pas dangereux, voilà, qui sont aujourd'hui pour nous des acquis. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui fait la croissance à long terme d'un pays, c'est sa capacité à innover, c'est sa capacité à inventer. Il n'y a pas d'autre solution pour les pays comme le nôtre, dont les coûts de main-d'œuvre sont élevés, que l'excellence technologique, scientifique, culturelle. La seule issue, c'est la technologie, et c'est pour ça qu'on est dans une école d'ingénieurs.
L'exposition universelle pour 2025 veut fonctionner comme une start-up en termes de financement, en termes de fonctionnement. Vous, c'est votre domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle valeur ça apporte et quel dynamisme ça a? Je pense qu'aujourd'hui, se mettre à l'abri de la commande publique, c'est quand même une excellente chose, puisque voilà, on ne sait pas de quoi les budgets de l'État ou des collectivités locales seront faits demain. Et donc, organiser un projet comme ça sans faire appel aux contribuables, ou en faisant appel aux contribuables de la manière la plus modeste possible, c'est à la fois un gage de pérennité et de succès, parce que ça veut dire que ça sera plus robuste aux chocs à venir. Et puis, c'est aussi une question d'hygiène. L'impôt n'est pas là pour financer ce genre de choses, à mon sens. Est-ce que la France peut encore étonner le monde aujourd'hui en termes de progrès, d'innovation, de technologie? Bien sûr, la France est un super terreau pour créer des entreprises de high-tech, pour surprendre le monde, grâce à des initiatives comme 42 et puis toutes sortes d'initiatives. On a des gens créatifs, on a des designers de qualité, on a des graphistes, on a un monde de la culture qui est développé. Et puis on a des super ingénieurs, des super informaticiens, avec voilà, un système éducatif d'élite de qualité. Et donc on peut encore étonner le monde, bien sûr. Du coup, là, on va où, Jean-Pierre? C'est un peu le voyage en terre virtuelle inconnue. C'est joli, voyage en terre virtuelle, c'est exactement ça. Mais virtuel à tous les points de vue, parce que même moi, je ne me rends pas bien compte où on va. On est reçu par une société qui s'appelle Immersion, qui travaille sur l'immersion, hein, comme son nom l'indique. Et pour nous, ils vont nous créer des expériences d'immersion, on va être projetés dans des univers. J'ai un peu de mal à me représenter. Dans ce monde ultra connecté, l'Expo universelle 2025 va surprendre une nouvelle fois avec un gigantesque pavillon numérique. 200 000 mètres carrés, au cœur du Grand Paris, un espace unique où tous les pays du monde seront virtuellement accessibles grâce à une immersion, une expérience extraordinaire pour aller à la rencontre des territoires et des hommes. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Ah, le patron il est là. Bonjour. Bonjour Christophe, c'est ça? Bonjour. Ça. Alors bonjour. On est tout excité, hein, on veut être en immersion tout de suite. On est à fond. Tout de suite? C'est votre cœur de métier. Qu'est-ce que ça veut dire être en immersion dans le numérique? En immersion, ça veut dire de pouvoir vivre des expériences inspirantes, immersives, collaboratives. C'est ce que nous délivrons depuis une vingtaine d'années. Et vous pouvez m'en donner un avant-goût? Par ici, par exemple. Sur ce... oui. L'enjeu, c'est que tous puissent partager du numérique d'une façon intuitive, naturelle, c'est facile. et de pouvoir collaborer ensemble. Et j'imagine, Christophe, que cet écran, c'est qu'un aperçu de votre savoir-faire. Exactement, c'est la porte sur tout ce que vous allez pouvoir découvrir avec Jean-Baptiste, le responsable de l'innovation, qui se trouve dans un site à côté. À côté dans votre société. société. Je vous propose de l'appeler et puis qu'il nous rejoigne. C'est lui qui va nous rejoindre. Coucou. On vous attend. Allez, hop, avec nous. J'arrive. Ok. Et voilà Jean-Baptiste. Voilà, virage Jean-Baptiste, du virtuel au réel. On vous a vu dans l'écran là. Merci. Bienvenue. Je vous laisse entre de bonnes mains. Très bien, merci. Moi, je vous accompagne vers un petit aperçu de ce qu'on aura en 2025. Là, je vous laisse découvrir un dispositif où on a cherché à faire disparaître l'écran et à mettre le numérique entre les mains de l'utilisateur. En fait, tu vois, avec ce cube, je fais ce que je veux de cette terre. J'ai qu'à la manipuler, en fait, exactement comme si je l'avais en main. Jean-Baptiste, si on imagine le village numérique de l'Expo universelle 2025, avec ce dispositif, on peut faire plein de choses. On peut effectivement s'immerger dans une tribu, on peut aller au plus près d'un site archéologique, tout est possible. Oui, moi j'imagine très bien un portail sur les différents sites qu'on pourrait après visiter, dans lesquels on pourrait s'immerger, qui puisse permettre à n'importe quel visiteur d'explorer l'intégralité des contenus à disposition et puis après de se focaliser sur un environnement, sur un site, éventuellement sur un objet. Le premier des enjeux de ce dispositif, ça a été de sortir les objets des vitrines des musées pour pouvoir les mettre entre les mains des visiteurs. Et avoir le sentiment de les manipuler pour de vrai sans les abîmer, en fait. Ça, c'est un laboratoire, c'est un prototype. Tous les jours, vous avez des ingénieurs, des informaticiens qui travaillent pour améliorer encore la perception, l'immersion. Complètement, le naturel, l'intuitivité de l'interface, pour vraiment poursuivre cet enjeu d'avoir l'information numérique qui puisse être au milieu de nous, qui peut nous permettre de discuter, d'échanger, de mieux se comprendre les uns les autres. Et ça passe par une visualisation de plus en plus immersive,
par une interaction de plus en plus naturelle et une collaboration qui ne soit pas uniquement entre nous, les uns à côté des autres, mais aussi qui prenne en compte toutes les personnes dans des environnements distants, dans d'autres bureaux, dans d'autres maisons. Alors ici, vous êtes dans ce qu'on appelle un système immersif. Et du coup, on parlait tout à l'heure de l'enjeu de visiter des sites distants grâce au numérique. Et là, on commence à toucher du doigt cette capacité qu'on va avoir de s'immerger dans l'environnement virtuel. Hop. Ah oui, j'ai l'impression que j'enjambe la moto, là. Si vous mettiez les lunettes sur la tête et que vous vous penchiez, vous serez capable de regarder au-dessous de la moto. Ah oui, exact. Alors, on aurait l'image, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi le son, le petit bruit du vent, les oiseaux dans la forêt ? Oui, il faut absolument réfléchir globalement et vraiment chercher à immerger non seulement la vue, mais tous les sens des utilisateurs. Ça fait partie des priorités dans la recherche actuelle, qui va être d'immerger grâce à la vue, mais aussi grâce au son. L'immersion, c'est le son, on s'entend les uns les autres. Et c'est des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui avec un simple téléphone et qui sont nécessaires quand on va vouloir parler de collaboration à des kilomètres à distance. Et au-delà du son, on peut effectivement envisager plein de choses sur les odeurs notamment, le toucher, le retour d'effort dont on entend de plus en plus parler et qui peut peut-être nous permettre de commencer à sentir des choses à distance. Quelle application avec cette table numérique là, et cet écran magnifique pour notre village numérique? Pour moi, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce qu'on a ici, à l'échelle de quelques mètres sur un simple mur, on peut l'imaginer sur un mur beaucoup plus grand. Encore plus grand que celui-ci. Encore plus grand, qui va permettre d'accueillir plein de visiteurs et qui va ici afficher une quantité d'informations importantes, qui va permettre aux gens d'avoir peut-être une vue globale de tous les sites qui sont visités, de où sont les personnes, quelles informations elles accèdent, mais aussi éventuellement de se concentrer sur une de ces informations pour pouvoir apprendre plus de choses, voire rentrer en communication avec les personnes qui sont sur d'autres sites. Jean-Baptiste, j'ai une crainte. Est-ce qu'à l'horizon 2025, un certain nombre de Français ne seront pas largués face au numérique et ne pourront pas pleinement profiter de l'exposition universelle ? Moi, je pense que la question est légitime parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient se dire aujourd'hui que déjà les technologies vont trop loin par rapport à leurs capacités. Mais je pense que la meilleure démonstration de cet effort, c'est toutes les tests, toutes les manipulations que vous avez faites en arrivant jusqu'ici. Vous ne vous êtes pas entraîné avant et pourtant les interfaces vous paraissent suffisamment naturelles, qu'on parle de 2D, de 3D, pour que vous puissiez les manipuler. Et je pense que c'est un enjeu fort que nous, Immersion, avons, qu'on est très certainement beaucoup à avoir, de s'assurer qu'en gagnant des capacités, des fonctionnalités, les interfaces deviennent en même temps plus simples. Ce qui est un vrai challenge en soi, parce que ça devient de plus en plus riche, mais qui est un enjeu fort pour s'assurer justement que les personnes ne soient pas larguées devant ces nouvelles capacités. Merci Jean-Baptiste. Merci. Avec grand plaisir. Avec ces nouvelles technologies, la France veut donc donner rendez-vous à la planète en 2025. Avant cela, sa candidature sera officiellement déposée en 2016. En 2018, le verdict, c'est le vote pour désigner le pays hôte de l'exposition. Alors d'ici là, soyons tous mobilisés pour que la France gagne dans 10 ans. Je veux 2025.